Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La bêta-thalassémie est une maladie génétique de l'hémoglobine, qui est une substance contenue dans les globules rouges du sang et qui permet de transporter l'oxygène à travers le corps. Alors les bêta-thalassémies sévères se caractérisent par une anémie qui se traduit par une pâleur, mais surtout une grande fatigabilité, parfois des vertiges et des essoufflements. Cette maladie fait partie de ces maladies rares dont il est important de parler et qui a d'ailleurs eu sa journée mondiale le 8 mai dernier. Alors pour en parler avec moi, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Ali. Bonjour Ali. Bonjour. Alors peut-être que tu peux te présenter ? Alors oui, je m'appelle Ali, j'ai 45 ans, je suis bêta-thalassémique depuis l'âge de 6 mois, j'ai été diagnostiqué. Je suis né en Iran et j'ai déménagé en France à l'âge de 11 ans pour continuer mon traitement et faire mes études. Donc quand tu étais en Iran, quand on t'a découvert la maladie, qu'est-ce qui fait que tu es venu en France ? Quelles sont les raisons ? Moi, je suis né en Iran dans une époque un peu trouble où il y a eu une révolution. Ensuite, il y a eu la guerre contre l'Irak. Et du coup, c'était compliqué d'avoir un traitement adéquat. Puis, en plus, il y a eu des problèmes avec les sanctions américaines. Enfin, c'était pas suffisant, mon traitement. Quand je suis venu en France, que j'ai vu un médecin, il a dit à mes parents qu'il fallait que je reste en France pour être mieux soigné. Sinon, j'aurais une espérance de vie de 16-18 ans maximum. D'accord. Ah oui, effectivement. Et du coup, mes parents ont décidé de faire des sacrifices et de déménager en France. Alors, on l'a dit, c'est une maladie génétique, donc qui a été découverte pratiquement à la naissance. Comment est-ce que cela a impacté ton enfance dans un premier temps ? La petite enfance, on m'a raconté que c'était compliqué d'être piqué en fait, de pouvoir trouver une veine. Ensuite, très vite, il y a eu le problème du chélateur de fer, qui à l'époque c'était pas par voie orale comme ça a pu l'être à partir des années 2000, mais c'était une injection longue durée sur 10 heures avec une pousse-seringue électrique. Et ça, c'était très difficile quand on est enfant à accepter que tous les soirs, on doit recevoir une injection qui dure toute la nuit. Et voilà, c'était assez compliqué ça. J'avais envie de jeter la pompe qui avait coûté en plus très très cher parce que c'était quelque chose de rare. J'avais envie de le jeter par la fenêtre tous les jours. Oui, j'imagine. Donc, c'était une injection tous les soirs que tu avais pendant 10 heures. Une injection de chélateur de fer tous les soirs sur 10 heures. D'accord, oui. Donc, on comprend, quand on est enfant, c'est une situation difficile. Est-ce que ça t'a empêché pour autant d'aller à l'école, de poursuivre, je dirais, en journée une enfance à peu près normale ou pas ? Non, ça m'a pas empêché. Je suis allé à l'école normalement, aussi normalement que possible. Après, il y avait des jours que je manquais à l'école et ça, c'était assez frustrant. Mais dans l'ensemble, j'ai fait des études normalement, tranquillement. Donc du coup, à ton adolescence, tes parents décident de venir en France. Tu as senti que ça avait eu un réel changement pour toi, ce changement de vie ? Ça a eu un impact sur ta maladie ? Au début, de s'intégrer, c'était très difficile. Fallait apprendre le français et tout ça. Mais je me souviens que, surtout pour le chélateur de fer, le médecin, il m'a dit, voilà, il faut bien le faire pour pouvoir vivre longtemps. D'accord. Donc ça, j'ai toujours le souvenir de ce qu'il m'a dit, le professeur Galacteros d'ailleurs. Et du coup, j'ai toujours bien suivi le chélateur de fer. J'ai essayé de le faire du mieux possible, même si c'était très contraignant. Comment s'est passée ensuite ton adolescence et notamment tes choix de carrière par la suite ? L'adolescence, ça s'est passé bien, à part la frustration de manquer un peu les écoles, des jours d'école. Et aussi, c'était un peu compliqué le sport à l'école.
parce qu'on n'arrive pas à suivre les autres camarades. Et donc, on est un petit peu moqué ou on est toujours à la traîne. Après, je sais que les professeurs étaient au courant de mon problème et du coup, ils étaient plutôt indulgents. Donc, l'adolescence, le lycée, ça s'est passé normalement jusqu'au bac. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Et du coup, tu es dans quel domaine aujourd'hui? Là, moi, je suis réalisateur. Je fais des clips vidéo, des documentaires, des films de fiction. Voilà, j'ai envie de faire un long métrage pour le cinéma, si possible, si j'y arrive. D'accord. Et comment est-ce que du coup ta maladie aujourd'hui impacte ta vie professionnelle? Enfin, est-ce qu'elle a un impact déjà sur ta vie professionnelle? Oui, elle a un impact parce que de toute façon, je suis quand même assez limité, c'est-à-dire que je peux pas partir pour un tournage ou pour un projet 6 mois à l'étranger ou voilà, je suis bloqué tous les mois, je dois me rendre à l'hôpital pour être transfusé, donc il faut que je fasse avec en fait. D'accord. Ok. Donc et que j'essaye de m'organiser autour de ça, par exemple. Donc tous les mois, tu dis, tu as une transfusion à l'hôpital. Tous les 3, 4 ou 5 semaines, selon le taux d'hémoglobine, je dois aller à l'hôpital pour être transfusé. Est-ce que tu as le sentiment que ta carrière, parce que c'est pas banal quand même ce que tu fais, c'est un choix qui a été fait, je dirais, à cause de la maladie? Est-ce que ta maladie t'a influencé dans les choix que tu as pu faire de carrière? Franchement, non, parce que c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est pas du tout compatible avec la thalassémie majeure. Parfois, justement, quand je discute avec certaines personnes, elles me disent que, en fait, compte, elles font des choses que jamais elles auraient imaginé de faire, mais parce qu'elles ne veulent pas laisser la maladie prendre le dessus et elles veulent garder une vie normale. Ben oui, elles se sont lancées sur certains projets qui, peut-être qu'autrement, elles n'auraient jamais fait. Est-ce que tu as un petit peu ce sentiment-là? Mais je pense exactement, c'est que j'ai toujours essayé d'avoir une vie normale, de vivre normalement et du coup je me suis lancé, je me dis voilà, c'est pas grave, on fait et puis les contraintes on verra après. D'accord. Un petit peu grâce à ta maladie, tu t'es lancé dans une carrière un peu atypique. Les gens arrivent à comprendre parce qu'on a dit parmi les symptômes c'est une grande fatigabilité. Est-ce que tu confirmes que c'est un des symptômes les plus importants? Ouais, la fatigue, oui, tout à fait. Est-ce que les gens arrivent à comprendre ce que tu peux ressentir? Parce que c'est vrai que nous, quand on dit fatigue, on pense à la fatigue de fin de journée. Bon, y aller, c'est pas très grave. Je sais que quand on est malade, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une fatigue très profonde qui nous empêche de faire beaucoup de choses. Est-ce que tu sens que les gens arrivent à comprendre ça ou pas? C'est une fatigue chronique et la famille proche est très compréhensif, effectivement. Par contre, les collègues, j'en parle pas. Donc, je dis pas que je suis fatigué. J'essaye de continuer malgré tout, quoi. Donc, voilà, les amis ou la famille très proche, oui, ils sont très compréhensifs. Il n'y a pas de souci. J'ai pas de mal à leur dire que là, je suis fatigué, je peux pas faire telle chose ou telle chose. Mais par contre, les collègues, non, j'en parle. J'essaie de pas en trop parler de ça. Quels sont les grands défis que tu dois rencontrer au quotidien? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi au quotidien? Surmonter la fatigue, peut-être. Tu as appris à faire, du coup, je crois que tu m'expliquais que ton problème d'injection qui durait 10 heures, c'est terminé, parce que maintenant tu as des comprimés, c'est ça? Depuis les années 2000, oui, on est passé au comprimé oraux. Donc, voilà, ça facilite. C'est vraiment une avancée médicale majeure pour les bêta-thalassémies. Est-ce que parfois tu as le sentiment d'être seule par rapport à cette maladie? Est-ce que tu as eu le besoin peut-être de trouver d'autres personnes qui souffraient de cette maladie-là? Il fut un temps, oui, les patients, surtout en France, ils sont assez seuls parce qu'ils sont dispersés dans toute la France. Et moi, je sais que le centre où je vais pour me faire transfuser, la majorité sont plutôt drépanocytaires. D'accord. Et c'est vrai que j'avais du mal à rencontrer des bêta-thalassémies. Après, depuis 3 ans, je suis d'ailleurs vice-président d'une association de patients SOS Globi.
D'accord. Et du coup, on a des groupes de parole de patients sur WhatsApp. On a des journées de thalassémie comme le 8 mai Oui. où on se réunit. Enfin, pour l'instant, avec le Covid, on se réunit pas, mais Oui, j'imagine. on se réunit sur Internet et on a des discussions et on fait connaissance, effectivement. C'est important d'être avec des personnes qui souffrent de la même maladie? Bah, au début, c'était bizarre de voir que les mêmes gens avaient les mêmes problèmes. Parce que c'était, voilà, jusqu'ici, jusqu'à il y a 3-4 ans, allez, il y a 5 ans, j'ai croisé très peu de thalassémie dans ma vie. D'accord. Et là, depuis quelques années, comme j'en croise beaucoup plus, et bah oui, je vois qu'ils ont les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes aspirations. J'imagine, du coup, c'est plus facile, enfin, même si la famille essaye de comprendre, c'est vrai que tant qu'on n'est pas vraiment directement concerné, peut-être que parfois, il peut y avoir certaines choses mal comprises. Est-ce que tu as le sentiment que justement d'avoir fondé cette association te permet vraiment d'être avec des gens qui te comprennent? Alors moi, je ne l'ai pas fondé, je l'ai rejoint il y a quelques années. Mais effectivement, oui, c'est le sentiment que ça me donne, que les gens, qu'on se comprend, en fait. D'accord. Quels sont tes projets aujourd'hui? Quels sont mes projets? Je l'ai dit, c'était d'essayer de faire un film pour le cinéma. Tu as déjà des pistes? Et puis, j'écris des scénarios et voilà. Bon, après, c'est très long, ça coûte beaucoup d'argent, donc ça prend beaucoup de temps. Ouais. Donc voilà, j'espère qu'un jour je pourrai faire. Écoute, j'espère qu'un jour on pourra voir une de tes réalisations en tout cas. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à d'autres personnes, pas forcément qui souffrent de la même maladie que toi, mais des personnes qui, elles aussi, ont des maladies et ont un poids à porter? C'est d'essayer de ne pas se limiter, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie professionnelle. Essayer de continuer malgré tout, d'être plus fort que la maladie, je dirais. C'est important de ne pas laisser la maladie empiéter sur nos rêves, en fait. Ouais, c'est très important. Il faut essayer. En tout cas, merci beaucoup, Ali, pour ton témoignage. Merci à vous. Conseils. J'espère qu'un jour, on aura le plaisir de voir effectivement une de tes réalisations. Que tu pourras nous présenter ça en avant-première. Ça marche, pas de souci. J'y manquerai pas. J'espère bien. Merci beaucoup, Ali. Merci.